Du 20 au 21 janvier 2023 s'est déroulée la Night CTF, une compétition internationale de CTF, et deux amis ainsi que moi-même avons décidé d'y participer. Et en tout cas, nous avons bien aimé l'événement, mais moi je l'ai particulièrement apprécié pour une raison. Pas pour les challenges qui étaient proposés, qui restaient des challenges assez typiques de ce qu'on retrouve dans du CTF, mais pour la façon dont nous nous sommes organisés pour exécuter ce CTF, au lieu que ce soit toujours ce qu'on trouve dans la majorité des cas, c'est-à-dire un peu chacun dans son coin, à faire un exercice, à essayer de valider des catégories où on est le plus fort et pendant que les autres font leurs exercices à eux, nous avons fait du pair programming, du pair hacking. On peut trouver un nom. Et donc, nous nous sommes bien amusés à faire ça. Nous avons donc pu tous ensemble monter en compétences en même temps sur plusieurs catégories. Donc, ce qui fait que dès que quelqu'un panait en partageant son écran, c'est quelqu'un d'autre qui prenait le relais, trouvait une autre idée, etc. Et donc, l'exercice a plutôt bien payé parce qu'on s'est déjà bien amusé. On a appris beaucoup de choses et on a eu un classement plutôt bien, je pense. Donc, on va aller voir ça sur les 848 équipes présentes au CTF. Nous nous sommes hissés au rang de 29e sous le nom de Et donc, je vais faire une série de vidéos, vidéo up, record up, write up vidéo, je sais pas comment est-ce qu'on doit appeler ça, sur les challenges. Alors, nous n'avons pas validé tous les challenges, mais je vais faire le maximum pour faire du write-up. Alors évidemment, ce qui est en vert, je devrais pouvoir le retranscrire en vidéo assez clairement. Et tout ce qui est en gris, je vais quand même tenter de les faire sur mon temps libre pour proposer vraiment une série de vidéos complètes sur l'événement avec des résolutions. On va donc pouvoir commencer. Et nous sommes partis pour l'exercice fan de la catégorie Reverse Engineering de Night CTF 2023. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Sais-tu combien est-ce qu'il y a de langages de programmation ? En tant que hacker, tu devrais tous les connaître. Ne t'inquiète pas, je rigole. Mais tu devrais... mais sais-tu comment est-ce que les langages de programmation sont compris par les ordinateurs ? Un de nos anciens chercheurs a trouvé ce truc, mais il ne se souvient plus d'où est-ce qu'il l'a trouvé, ni d'à quoi ça sert. Tu devrais l'aider, dans le cas contraire, il va se moquer de toi et penser que t'es un noob. Prouve-lui que t'es un professionnel. Je sais que tu peux le faire. Dis-moi juste quel est le message et je lui donnerai. Ok, donc on peut voir qu'en démo flag, on a KCTF, avec donc du coup le flag, mais on peut voir qu'il y a des 2 points un peu partout là comme ça, et ça va être important pour réussir le challenge. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a un fichier qui est donné, celui-là, ça c'est l'énoncé, on s'en fiche. Là, on peut voir que c'est juste du texte ASCII. On va l'ouvrir là. Et on découvre tout ça. Et sur le moment, on comprend peut-être pas ce que c'est. C'est tout simplement du bytecode Python. Et il va falloir un peu le réassembler. En gros, le bytecode, c'est l'intermédiaire entre le code Python qu'on connaît tous et le langage machine que le processeur va interpréter. Ça c'est un intermédiaire qui va pouvoir dire ce que fait le code Python entre guillemets en assembleur. Plutôt en assembleur Python, mais c'est vraiment entre guillemets. Mais ça c'est quelque chose que Python va transformer dans son propre code pour ensuite être exécuté par sa propre machine virtuelle. Étant donné que c'est interprété. Donc, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Avant ça, j'aimerais juste montrer un petit truc, c'est du coup ce que j'ai découvert en faisant ce challenge. C'est le module 10 qui sert à disassembler, à désassembler du code Python. Et donc là, vous allez voir que bizarrement, ce que je fais va ressembler un peu au challenge. Je dis donc que je vais désassembler la fonction principale et je l'affiche. La fonction principale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va créer une liste var qui va être égale à hello et à world. Voilà, donc c'est juste une liste de caractères. Et je vais faire un print de false, de true, de both, de var. Et on va voir ce que ça me donne. Vous allez voir, je le montre maintenant parce que ça va être important pour ensuite l'exercice. Donc, on va voir ce que donne le code Python désassemblé, le bytecode Python de la fonction principale.
On exécute. On peut voir, donc ça c'est une instruction. Et ça, en gros, ça va être les sous-instructions. Donc l'instruction 18, elle dit bien que je load la constante hello, puis que je load la constante world. J'en crée une liste de 2 éléments, hello et world. Et store fast, en gros, ça veut dire égal. J'enregistre tout ce qu'il y a au-dessus dans la variable que je nomme var. Ensuite, je vais charger la fonction globale print, puis charger la fonction globale false, puis charger la fonction true, puis charger la fonction both, puis je vais charger la variable var. Et ça, en gros, c'est les parenthèses fermantes. Donc, je referme la parenthèse de both, puis je ferme la parenthèse de var, puis je ferme la parenthèse de true, pardon, puis je ferme la parenthèse de false, puis je ferme la parenthèse de print. Le pop-top, on s'en fiche, je fais rien avec ça. Et ensuite, je load la constante known et je retourne value. Ok. Ça, probablement, c'est juste parce que c'est une fin de fonction. Voilà. Enfin, rien de grave. C'est un truc qui doit être fait en interne. Donc, on peut voir ça comme une ouverture de parenthèse. Et ça, comme sa fermeture de parenthèse correspondante. Donc, on voit que ça fait une sorte de sandwich. Hein, un étage, un étage, un étage, un étage. Le milieu. Fin de 14, fin de 12, fin de 10, fin de 8. 8, 12, 13, 14, c'est ça. Donc on retrouve bien cet aspect un peu sandwich que j'ai ici. Je pourrais même faire ça. Essayer de mieux me faire comprendre. Là, je change là. Voilà. En gros, voilà, c'est ce qu'on a. Je vais tendre l'objet. Ok, c'est bon. Ok. Maintenant qu'on voit un peu mieux comment ça fonctionne, on va lire un tout petit peu le fichier et après on s'attaque vraiment à l'exercice. Ok. Donc, on load une constante dans le fichier shell.py définie à telle adresse qui se nomme defineFalse. On en fait une fonction, un make function. Donc on a une fonction qui s'appelle defineFalse et qu'on va nommer defineFalse on va juste nommer defineFalse. On fait ça 3 fois, avec defineFalse, avec defineTrue et avec defineBoth. Donc on a 3 fonctions, false, true et both. Bon, ça s'appelle define à chaque fois au début, mais pour raccourcir, je vais juste les nommer false, true et both. Ensuite, on a ici, on charge name, puis on charge main, et on fait une comparaison d'égalité. Si c'est faux, on va à la sous-instruction 66 qui se trouve ici, avec les 2 flèches. On va load la constante known et on va retourne value. Vous voyez, on retrouve le pop-top. Donc, rien de grave, tout va bien. Donc, on dit retourne none. On retourne none, c'est ce qui est fait par défaut à toutes les fonctions. Quand on retourne rien, en fait, la fonction Python retourne none. Mais ça, c'est un truc par défaut. Donc là, en gros, on a notre main. Donc là, on définit, on dit if name égale mail. Donc ça, c'est un truc connu quand on fait du Python pour créer des modules. Et ici, c'est tout notre code Python qui, du coup, prend que 2 lignes. On peut voir qu'il y a 2 instructions, 41 et 42. Dedans, on va créer une liste de 5 éléments. La liste va s'appeler S et va contenir tout ça. Ensuite, on va faire, du coup, le print de false, de true et de both sur la variable S, et on ferme les parenthèses. Donc on retrouve bien ce que j'ai montré précédemment. Ok. Là, on va pas lire le code, on va juste montrer ce que c'est. Donc on a une méthode qui là est defineFalse dans shell.py. Alors on peut voir d'ailleurs que defineFalse était à la ligne 1, defineTrue est à la ligne 19, et defineBoth est à la ligne 25. Donc on peut voir que, a priori, la fonction true, elle devrait être assez simple à écrire, parce qu'elle ne se situe qu'entre la ligne 19 et 25. Ça fait pas beaucoup de lignes, donc on sait que true devrait être assez rapide à lire. La ligne 1 va prendre à peu près, entre guillemets, pas vraiment mes 19 instructions, mais c'est dans le pire des cas, quoi. Et ensuite, defineBoth, on sait pas trop. On verra bien. Voilà.
Donc on a une méthode defineFalse qui prend un argument qui est égal à tout ça. On a defineTrue qui prend aussi un argument et on peut voir qu'effectivement la fonction est assez petite. Voilà, je prends 4 instructions. Et ensuite on a un defineBoth qui prend aussi un argument. On sait qu'en fait elles prennent tout un argument étant donné qu'il y a cet effet un peu sandwich. Comme ça. Et donc, vous voyez que var est l'argument de both, both est l'argument de true, true est l'argument de false, et false est l'argument de print. Ok. Donc, il n'y a plus qu'à décoder. Donc, pour ça, je vais créer un fichier à côté que je vais nommer du coup shell, pas cal, shell.py. Voilà. Ok. Et donc, on peut commencer. Alors, on va commencer par définir les fonctions, au moins pour dire qu'elles existent. Donc, on a d'abord false qui va se prendre un argument. Alors, quel est l'argument? Si on regarde a priori, l'argument s'appelle s, et ensuite il se fait charger dans both, true, false et print. Donc, pour l'instant, on va juste faire ça. On verra après s'il n'y a pas peut-être des changements à faire, mais pour l'instant, on va vraiment juste faire ça. Ensuite, on a true qui se prend s. On fait passe. Et ensuite, on a both qui se prend S. Et on passe. Et là, on a le fameux if name égale main. Et là, on va devoir créer la liste. Alors, je vais taper tout ça. Non, je plaisante. Pas m'amuser à me taper tout ça. Donc, on va juste charger tout ça. Donc là, on dit S égale liste. Voilà. On crée la liste. On colle tout ça. Ce qui me... Pourquoi mis le... Donc, là, ce que je veux faire, c'est juste remplacer toutes les parenthèses fermantes par des virgules. Donc, si une parenthèse fermante, mais que c'est la fin de la ligne, je remplace ça par des virgules partout. Là, je détruis cette parenthèse. Voilà. Hop. Et donc là, j'ai bien ma liste. Donc là, j'ai ma première instruction qui est ici. J'ai plus qu'à faire le print de false de true de both de S. Print de true, non de false, de true, de both, je vais y arriver, de S, je ferme tout ça. Et là, voilà, j'ai mon main. Ça y est. Alors, certains pourraient se dire, mais là, t'as écrit CHR de 74, CHR de 67, CHR de machin. Je me suis fait avoir une fois, et j'avais un peu tout décodé bêtement. Alors, je vous montre quand même ce que ça fait quand on décode. Attendez. Hein. Donc, tout ce qui est parenthèse fermante C, je remplace avec parenthèse fermante plus C. Voilà. Ok. On va voir à quoi ça ressemble. Donc on a none, on s'en fiche. Et là on a JCTF. Ok. Alors je me suis foiré. Alors je vais faire une fausse manip, parce que là j'ai 75. Et là j'ai 74. Alors, il n'est pas impossible que j'ai fait un contrôle, je sais pas quoi, un truc qu'il fallait pas. Et donc là, merde. Pas ici. Là j'ai 75. Alors je sais parce que je m'attendais à avoir KCTF. Ça je sais que j'ai dû faire une foirée. Du coup c'est le 75 qui est là aussi. Ça c'est moi qui fais une fausse manip. Heureusement je fais challenge. Ouais, donc là j'ai KCTF, crochet. Donc en fait là-dedans, j'ai le flag. J'ai le flag, mais qui contient pas vraiment ce que je veux. Alors, je vais vous montrer quand même. Histoire de... Alors, quand je montre ça...
Alors, tout ce qui est guillemets, ça dégage. N'importe quoi. Là, c'est juste pour vous montrer, hein. Ça sert à rien ce que je fais en soi, mais ouais. Ensuite, tout ce qui est virgule avec une fin de ligne, ça devient une parenthèse fermante partout. Je rajoute là. Et ensuite, comme tout à l'heure, voilà, ça devient des plus. Ok, donc là on va afficher le flag, parce qu'il a l'air d'être un flag. Donc ça fait KCTF, CU, Messi, is, GOAT. Et en fait, ça c'est le flag, mais il manque les 2 points, le nombre de 2 points qui sont ici à chaque fois, tout simplement. Bah, du coup, on va s'attaquer à faire tout ça. Donc maintenant qu'on sait que ça sert à rien, on fait l'affichage. Donc, on va commencer par la fonction false. Donc la fonction false, non, elle est plus bas du coup. Voilà. Define false. Donc on a quoi? On a d'abord une liste qui est égale à une liste vide, on voit le 0 qui est là. Et on met ça dans la variable lstr. Donc on dit lstr égale liste vide. Ensuite on a un u égale 0. Et là on a un pact égale chaîne de caractères vide. Donc u égale 0 et pact égale chaîne de caractères vide. Ok. Ensuite on a quoi? On a une boucle. On setup une loop. Alors est-ce que c'est une boucle while, une boucle for? On va voir. On load fast s. Donc on va utiliser s. Donc est-ce que c'est while s? On a un get iter et for iter. Donc là en fait c'est une boucle for et on va itérer sur s dans la variable c. Donc en gros on va faire for c in s. Voilà, on va itérer sur s dans la variable c. Et là on nous dit quoi? Load fast c, load constante crochet, et on compare. Donc en gros, si c est égal, j'écris n'importe quoi. Voilà. Si c'est faux, on va dans la sous-instruction 54 qui est ici. Donc en gros, mon if, s'il est vrai, si c'est faux, je saute ici. Donc je vais de 28 à 54. Du coup, si c'est vrai, bah c'est tout ce qu'il y a entre. Donc ça, c'est mon if. Donc, si c'est égal crochet ouvrant, qu'est-ce que je dis? Je dis lstr, on fait appel à l'attribut append, parce que c'est une liste, sur pact. Et aussi sur u, parce qu'on va construire un tuple. Et alors, à celles et ceux qui disaient dit appel, non. Vous regarderez ce que c'est en mathématiques un nuplet. Eh bien, le tuple, ça vient de ça. Et donc, si en français on dit un nuplet, et bien en français on dit un tuple. Voilà. Donc, on construit un tuple depuis pact et u. Et call function, c'est tout simplement l'attribut append. Donc là, on ferme la parenthèse de append. Ok. Donc ça, c'est mon if. Non, c'est pas mon if du tout, j'ai pas encore terminé, je peux tout arriver à la ligne qui est là. Ensuite, on dit pact est égal à chaîne de caractères vide. Voilà. Et on dit u égale 0. Il y a le jump absolute to 18. Donc le 18, c'est ce qui est là. En gros, c'est quand on a fini le if, on remonte à la boucle for. Et pour ça, il y a un seul moyen, on va dire qu'on continue. Voilà. Et là, je fais mon premier if. On descend ligne 54, la sous-instruction 54. Ici, et qu'est-ce qu'on a? On load C et crochet fermant, on fait une comparaison, et on va jusqu'à ligne 80, la sous-instruction 88. Si c'est faux. Donc c'est-à-dire que tout ça, c'est mon if. Donc si C est égal à crochet fermant,
Que fait-on? LSTR, on va pop deux arguments. Pourquoi deux arguments? Parce qu'on rappelle que c'est un tuple, qui contient pact et u. Et donc du coup, on va unpact prev et num. Prev string, et num. Donc on va unpact la séquence qu'il y a quand on fait un LSTR pop dans les deux variables prev string et num. Donc prev string et num égale LSTR de pop. Et l'instruction qui est ici dit quoi? Prev string num et pact. On va faire des opérations dessus et on va store tout ça dans pact. Donc pact est égal à quoi? Pact est égal à prev string num et pact. Là on trouve une multiplication qu'on va effectuer sur pact et sur num. Et qu'on va le tout additionner à prev string. Voilà. Et ensuite, on fait un jump absolute to 18, c'est-à-dire un continu. Donc le 18, on rappelle, c'est le début de la boucle. 18. Là. Et ensuite, on a un autre... Où est-ce que je suis, moi? Jump to 18. Ah oui. Load fast C, l'attribut isDigit. Donc là, on sort du if, et on nous dit c.isDigit. On appelle la fonction isDigit pop jump if false. Donc en fait, c'est un if. Si c'est un nombre, enfin, est un digit, pardon. Donc si c'est faux, on va au 114, donc qui est ici. Donc tout ça, c'est notre if. Et dedans, on dit... On dit quoi? On va enregistrer tout ce qui se passe ici dans U. Donc U va être égal à quelque chose. On charge U. On charge 10. On multiplie. Donc U fois 10. Ensuite, on charge int sur C. On appelle la fonction int. Donc on a un int de C. Et on fait une opération binaire sur ça. On fait une opération qu'on fait plus int de C. On enregistre dans U. Et ensuite, on saute sur 18. Donc on fait un continu. Cela dit, vu la tête de ce qui se passe après, il n'est pas obligatoire, celui-là, mais bref. On fait un continu. Pourquoi il y a un 114? Ah oui, parce que oui, si c'est faux, on va 114. Ok. Là, on n'a pas de jump. Enfin, s'il y en a un, mais c'est un continu. Mais en gros, qui va être fait un peu tout seul. Là, tout ce qu'on va dire, c'est qu'on va prendre pact et faire un in place add. Alors là, on est à la fin de notre if. Ah non, là, on est toujours dans la boucle, mais à la fin mais pas dans un if. Et là, on dit pact plus égal. On sait que c'est un plus égal parce qu'il y a le in place add. Plus égal quoi? À C. Donc, pact plus égal C. Et ensuite, ici, on est à la fin de notre boucle. Si je remonte setup loop jusqu'à 126. Donc là, 126, la fin de ma boucle. Et donc, on fait un retourne de pact. Là, je fais en dehors de ma boucle et je fais retourne de pact. Alors, jump absolute. Alors, le jump absolute ici, tout 18. Après le pact égale pact.
En gros, là, je vais refaire continue, mais comme c'est la dernière ligne, il sert à rien. Donc, en fait, il va déjà faire automatiquement continue. Ok. J'ai fait ma fonction false. On verra après si ça fonctionne, évidemment. On va faire la fonction true. Ah, c'est bien, elle va être très rapide à faire. Donc, on a quoi au début? On a res égale chaîne de caractères vide. Voilà. Ensuite, on crée une loop jusqu'à l'instruction 42. Donc, notre loop, ça va être 2 instructions. Voilà tout ce qu'il y a ici. Comment est-ce qu'on loop? On load P, donc ce qui est probablement le S qui est là. Donc, on va le renommer pour on va le renommer P, ça valide. Et on va itérer tout ça à partir de pact. Donc, c'est pour pact in P. Donc, pour pact in P. Et là, apparemment, on va voir qu'une seule instruction. On va charger res. On va charger str. On va charger len. On va charger pact. Donc, on va voir str de len de pact. On appelle les deux fonctions str et len. Donc, on a... Je sais pas pourquoi il y a un res avant. On va voir. On a res, str, len de pact. On a une opération binaire sur ce truc. C'est comme ça. Ouais, je suis raté. Voilà. Opération binaire. On a un binary add, ok, qui revient. On a un pact. Donc on a un binary add qui revient sur le pact ici. Et on a un in place add qui remonte jusqu'au res qui est là. Donc en fait ici c'est un in place add, donc comme ça. Donc on store tout ça dans le res grâce au in place add. Et on jump absolute to 10, donc on a fini la boucle. Le pop block, c'est parce qu'on fait une itération. Donc on pop, on fait élément par élément dans P sur pact, ok, bon, ouais. Et on retourne la value res. Donc quand je sors de ma fonction, de ma boucle, je retourne res. Voilà. Donc là, j'ai ma fonction true, comme j'ai dit, ça va être assez rapide. D'ailleurs, je vais sauvegarder qu'il y a un problème. Et ensuite, on a both. Alors both, on peut voir qu'il va être un peu plus long, mais ça va, il n'est pas non plus trop long. Donc on commence. On crée une liste de vides qu'on appelle unpacked. Donc unpacked égale liste vide. Ensuite, on a une boucle for, et on va ça va être i dans P. Alors P, on l'a pas créé, donc c'est très probablement le S qui est ici. Donc là, on a for i in P. Que fait-on? Alors, on s'arrête à ligne 86, enfin l'instruction 86, donc c'est-à-dire la dernière. Donc tout ça, ça va être la fin de ma boucle for. On voit qu'à la fin, on a un retourne pack, donc on va le faire maintenant, comme ça c'est fait. Unpacked, pardon. Unpacked. Ok. Et là, je peux faire ma boucle for. Donc là, machin. Là, on va dire i split sur parenthèse fermante. Donc i split, on appelle la fonction split sur la valeur parenthèse non fermante. Voilà. Et on store ça dans pact. Donc pact égale tout ça. Ok. Ensuite, on a un char égale le chaîne de caractères vide. Là, on a une deuxième boucle. Donc là, c'est une boucle, c'est J dans pact. Donc, for J in pact. Alors, je sais pas pour que ce soit lisible. Hein.
Voilà. For J impact, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on s'arrête à la ligne 72, enfin, la sous-instruction 72. Donc en gros, j'ai deux boucles for. La deuxième, celle qui est imbriquée, elle va faire tout ça. On voit que là, j'arrive à 70, qui est l'itération ici. Donc, je dois faire tout ça. Je dois dire, ah bah il y a un if, si J est égal à caractère vide. Donc si J égale caractère vide, qu'est-ce que je dois faire? Je m'arrête à 48, c'est-à-dire ici. Donc j'ai qu'une seule instruction, c'est break la loop. Donc je fais break. Ok. Ensuite, on a quoi? J, c'est un plus égal sur la chaîne de caractères. On ferme. Enfin, chaîne de caractères sur parenthèse fermante, pardon. Voilà. Et après, je dois dire quoi? Je dois dire char de eval. Donc il y a une fonction, ça va être eval sur J. Donc char eval J. C'est un in place add sur char. Ok. Donc je fais plus égal eval de J. Jump absolute to 34. Bah ça veut dire que c'est ma deuxième boucle, je crois, 34. Ouais. Donc là, j'itère. Donc je dois faire un continue ici, mais comme c'est la fin de ma boucle, j'ai pas besoin de le faire. Parce que c'est la dernière ligne. Là, c'est la fin de ma première boucle, mais je suis encore dans ma deuxième boucle, mais je suis encore dans la première. Parce que là, ça sera la fin de ma première boucle. Donc ça, c'est la dernière instruction. J'ai plus qu'une instruction à faire. Voilà. Et donc là, je dois dire unpacked happen char. Oui, non. Unpacked. C'est char. Char. Je sais pas si je prends un truc là-dedans. Non. Donc c'est la fonction append. Ah non, c'est ça, c'est unpacked. Ah oui, append sur char. Ok, ouais, ok. Je viens de comprendre. Donc c'est unpacked. J'appelle l'attribut append. J'ai mal lu le. Sur la variable char. Et donc, call to function, c'est l'attribut append. Je ferme ma parenthèse. Pop top, on s'en fiche. Jump absolute to 10, donc c'est-à-dire que là, je reviens au début de ma première boucle. Et je pop parce que c'est une boucle for. Ok. Et ensuite, je retourne au reste. Je retourne mon paquet, pardon. Ok. Donc là, j'ai terminé both. A priori, c'est bon. On va voir. Je sauvegarde. On exécute shall. Et il y a un truc qui va pas. Donc j'ai dû me foirer quelque part. Ça, elle est bien en dehors de la boucle. Ça, il se fait bien en dehors de la première boucle. Oui. Ok. Pack de if for in P. Ok. Alors je vais remonter. Peut-être que c'est là que je me suis foiré avant que ce soit là. Non, là on est bon. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a là? Res égale chaîne de caractères vide. Pour pact in P. Res plus égal strlen de pact plus le machin plus pact. Et je retourne res en dehors de la boucle. Oui. Et ici. Alors, ce que là, je me suis pas trompé sur les arguments.
je veux juste tester un petit truc. Parce que j'avais eu un doute la première fois. Ouais, non, c'est bien ça. Et donc c'est bien pact fois num. Plus prefstring. Pact fois num plus prefstring. Où est-ce que je peux me foirer? Parce que là, on a un plutôt bon début. Ça, c'est bon. J'ai un seul égal. J'ai bien deux. Ouais, j'en ai deux. Le problème des polices d'écriture, c'est que parfois, ça fait un gros égal, mais j'ai l'impression que c'est un seul égal. En fait, c'est bien une comparaison. Il y a les x10 plus C, oui. Oui, oui. Alors, j'ai dû me foirer quelque part. Alors, je viens de trouver, je crois. Ça a mis un petit moment. En fait, c'est dans le si C égale parenthèse fermante. Là, je dis pact égale pact fois num plus prefstring. Alors, c'est vrai. Je ne sais pas ce que fait Python exactement. Mais, là, en fait, je vois que j'ai d'abord prefstring. Là où je le mets à la fin. Et en fait, c'est là où je comprends pas. Alors, ça se trouve, ça va encore être faux, hein, je ne dis pas. Mais, en fait, j'ai prefstring num et pact. On va faire dans l'ordre, hein, comme ça. Num fois pact. Donc, les opérateurs dans c'est bon. J'ai bien prefstring num et pact. Alors, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez regarder ce que c'est la polonaise inversée. La notation polonaise inversée. Je le respectais pas en tant que tel, mais pour moi, l'opération reste la même. Hein. C'était toujours num fois pact et le tout plus prefstring. Donc que le prefstring se fasse plus avant, plus après, je vois pas la différence. Mais, en fait, on dit, j'ai une pile où je vais mettre prefstring, au-dessus je vais mettre num, au-dessus je vais mettre pact. Ah tiens, là j'ai un opérateur de multiplication. Je vais prendre mes deux derniers que j'ai entrés, c'est-à-dire pact et num, et je les associe au numérateur, c'est-à-dire binary et multiplie. Donc c'est bien ce que je faisais de toute façon avant. Et après j'ai un add. Et ben je prends le num fois pact, donc qui est égal à quelque chose, et ce quelque chose, je le add à prefstring. C'est bien ce que je faisais. Alors certes, c'est pas écrit comme ça, mais le plus, qu'il soit à gauche ou à droite, bref. Donc là, je respecte la notation polonaise inversée. Et normalement, j'ai le flag qui s'affiche. Alors il y a des petits points devant, mais ça on s'en fiche. L'intérêt, le plus important, c'est que voilà, le flag s'affiche. Et ça c'est bien. Voilà. Donc c'était fan de la catégorie Reverse Engineering de Night CTF 2023. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.